Merci à toute l'orga pour cette journée. Je suis super contente. Alors, je vois le soleil qui brille et je suis un peu embêtée parce que ça me casse mon intro. Parce que je viens de Nantes et j'allais vous dire que vous êtes très accueillants, vous les Lyonnais, parce que vous m'avez préparé un beau temps nantais pour aujourd'hui. Des averses, des trompes d'eau, de la pluie, des rafales. Non, je rigole, mais Nantes, il y a aussi du soleil, mais donc voilà. Donc merci beaucoup pour l'accueil et je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du seul nuage un peu dans mon quotidien ensoleillé de freelance solopreneur, qui est la notion de plafond de verre. En fait, quand je suis passée de salarié à freelance, j'adorais tout de ma nouvelle vie, le sens, la liberté, tout ça. Mais il y a quand même un truc qui m'a posé problème, c'est cette notion de plafond de verre, l'impression que j'avais pas assez d'heures dans la journée pour réaliser ce que j'avais envie de faire. Et puis je me suis dit, c'est un peu l'arnaque en fait. On m'a vendu le freelancing comme un truc de liberté. Mais au final, ma première année, je faisais que bosser, semaine, nuit, jour, week-end. Et j'ai pas pris de vacances, etc. Donc je me disais, il est où le freelancing un peu rêvé dont on m'a parlé, où en fait on est libre, on peut s'occuper de ses enfants, tout ça. Je le voyais pas trop. Et en fait, j'ai touché du doigt ce qui sera le sujet de ma conférence là cet après-midi, qui s'appelle le plafond de verre du freelancing, et dont je vais vous parler avec quelques exemples et puis quelques propositions pour vous aider à le conjurer, à le casser en tout cas. Donc voilà, si vous connaissez pas mon podcast, moi, ça a été ma porte d'entrée vers le freelancing. J'ai créé le podcast Le Board il y a 4 ans. J'étais à l'époque encore salariée, mais j'enquêtais sur cette nouvelle façon de travailler. Et j'étais passionnée par cet univers. Et donc, en faisant ce podcast, j'ai appris le freelancing. Et j'ai surtout appris le soloprenariat, qui est une nouvelle façon d'entreprendre, dont je vais vous parler. Et donc maintenant, Le Board, aujourd'hui, c'est le podcast de référence de ce sujet en France. Et puis, il y a eu 400 000 écoutes. Donc voilà, c'est un sujet qui plaît, qui est assez tendance. Et c'est ce qui m'a donné envie de créer l'incubateur de solopreneurs, c'est-à-dire d'aider à passer de freelance à solopreneur. On va voir quelle piste j'ai pour vous. Avec aussi l'ambition de pas forcément faire ça pour l'argent, mais d'être dans une forme de confort économique et donc de lutter contre la précarisation possible du freelance. Ou en tout cas le fait de se cramer en étant freelance, en vendant tout son temps, etc. Et c'est pour ça que moi j'aime bien, quand je me décris, montrer que j'ai un business model pour réaliser un business à 6 chiffres, le fameux 6 figures dont parlent les Américains. Donc en gros, c'est quand on dépasse 100 000 euros, quoi, en gros, pour le faire simplement. Et surtout, une brique importante de mon dispositif, c'est la scalabilité. Donc moi aujourd'hui, j'ai à peu près 80% de mes revenus qui sont dits scalables, c'est-à-dire en partie prévisible, en partie automatique. Je vous expliquerai qu'il y a des nuances. Mais voilà, ça pose un peu le décor. Alors, j'ai pas du tout fait ça le lendemain de ma démission, pas du tout. Ça m'a pris 4 ans. Voilà, et je le documente largement dans le podcast. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous mets le code, mais c'est pas trop le code, c'est surtout la pochette, la cover pour que vous puissiez le retrouver. Vous écoutez Young, Wild and Freelance de Thomas, vous écoutez Le Board, tous les podcasts spécial freelance en France dans l'environnement francophone sont au top. Moi, je les ai écoutés aussi au moment de me lancer. Et donc, je trouve ça super d'avoir toutes ces formations gratuites et ces partages d'expériences. Alors, moi, j'ai très vite perçu le plafond de verre du freelance parce que je fais partie des rares freelances qui se sont appauvris en devenant freelance. Super, le choix de carrière. Donc, je suis devenue freelance un peu sur le tard, genre vers mes 36-37 ans. J'avais une belle carrière en corporate, j'étais manager, dirigeante, donc j'avais un beau salaire. Donc, pour récupérer le même niveau de salaire en freelance au TJM, je devais, en gros, j'avais calculé, je devais facturer 250 jours à 800 € minimum. Donc, c'est chaud. C'est-à-dire 250, en fait, c'est toute l'année, tous les jours. Pas un jour de pause, pas un jour pour faire sa comptabilité, poster sur LinkedIn ou faire du podcast, n'en parlons pas. Donc, je me suis dit, ça va être compliqué. Et alors après, on n'est pas obligé forcément de chercher des équivalents de salaire et tout ça. Mais bon, moi, le problème, c'est qu'à se lancer presque quarantenaire, j'ai 2 enfants, une baraque, les mensualités et compagnie. J'ai peut-être moins de latitude aussi financière que quelqu'un qui va commencer dans sa carrière. Donc voilà, je l'ai aperçu très vite, mais vous pouvez peut-être apercevoir le plafond de verre sous d'autres formes. Par exemple, le sentiment que vous n'avez pas assez de temps disponible pour faire tout ce que vous avez à faire, sans parler de revenus. Par exemple, vous pensiez être freelance pour être free, donc pour être libre, et en fait, vous bossez tout le temps. Ça, c'est un des symptômes du plafond de verre.
Vous avez l'impression que votre croissance est limitée, c'est-à-dire que vous dites, quoi que je fasse, même si je bosse au taquet, tous les ans, je ne vais pas faire plus que mon chiffre d'affaires de cette année. Donc, ça va si votre chiffre d'affaires est conséquent, mais si vous avez des besoins qui varient, un projet personnel, un truc, ça peut vous inquiéter. Vous pouvez avoir l'impression donc que vos revenus sont capés, donc de ne pas réussir à vous payer ce que vous voulez. Et aussi, vous pouvez, puisque pour moi c'est miscible, le temps et l'argent, avoir l'impression que vous avez le temps de rien, en fait, que vous n'avez aucun temps libre. Et donc, à quoi bon être freelance si c'est pour être un peu salarié déguisé, c'est-à-dire gagner pareil qu'avant et bosser autant qu'avant, voire même en présentiel. Donc tout ça, ce sont des symptômes du même plafond de verre. Chacun le verra en fonction de ses propres objectifs. Vous n'êtes pas obligé de faire 6 chiffres ou vous n'êtes pas obligé de faire je ne sais pas combien de milliers d'euros. Peut-être que vous avez envie de travailler que 3 jours par semaine, mais que vous ne pouvez pas. Et ça, c'est une manifestation aussi du fait que vous avez atteint votre plafond de verre. Alors, quand est-ce qu'il faut s'en préoccuper ? Le plus tôt, le mieux, parce que vous avez vu, les méthodes dont je vais vous parler, elles mettent du temps à s'installer. Ce n'est pas je claque des doigts et je transforme mon business model du jour au lendemain. Mais en tout cas, voilà, il y a plusieurs aussi clignotants qui peuvent vous alerter. Les vacances. Les vacances, c'est bientôt. On ne dirait pas avec la météo, mais bientôt, il y a les vacances d'été. Moi, je ne sais pas, il m'a fallu 2-3 ans pour être sereine et prendre des vacances et pas avoir peur de perdre de l'argent, de perdre mes revenus. Donc ça, c'est un signal. Si vous ne pouvez pas partir plus d'une semaine en vacances et que vous n'arrivez pas à vivre, c'est que vous êtes aussi dans ce plafond de verre. Les naissances. Moi, j'ai souvent des heureux événements qui sont des déclencheurs pour participer à l'incubateur solopreneur parce que tout va bien quand on est au taquet, qu'on travaille à fond. Et puis après, on est enceinte, on attend un heureux événement et tout. Puis on sait qu'on ne va pas pouvoir travailler dans le maximum de ses capacités. Voilà. Le nomadisme aussi pour les petits chanceux, chanceuses qui peuvent partir voyager autour du monde. Vous partez à Bali faire du surf, sniff. Un rêve de ma vie, mais moi j'ai commencé trop tard pour faire ça, vous vous doutez bien que vous n'allez pas bosser 7 jours sur 7, sinon vous ne profiterez pas du tout de votre destination en nomade. Peut-être que vous êtes en surmenage aussi, vous bossez trop. Vous avez peut-être envie de dépasser un palier de chiffre d'affaires aussi, qui n'est pas dépassable à cause de votre TJM. Et le TJM, on ne peut pas l'augmenter indéfiniment si on est dans un marché concurrentiel. Il y en a qui ont des problèmes de santé aussi, donc ça peut être un déclencheur. Et enfin, j'ai aussi des salariés qui sont freelance en parallèle et donc qui sont déjà dans un plafond de verre parce qu'ils n'ont que certaines heures par semaine pour travailler en parallèle de leur job et le temps n'est pas extensible. Et enfin, un dernier signal que je vois, c'est l'océan rouge. C'est quand vous êtes dans un environnement hyper concurrentiel et où vous voyez que ça fait baisser les prix comme ça, subrepticement. Peut-être rédacteur web, arrivée de ChatGPT, des concurrents, de plus en plus de freelance. Alors c'est sympa pour avoir des copains, mais si vous voyez que votre marché baisse, ça veut dire que chaque année, vous vendez le même temps, mais il est payé moins. Donc c'est un risque de vous retrouver, en tout cas potentiellement en danger par rapport à vos objectifs commerciaux. Alors j'hésite à faire des références politiques dans le contexte qui est le nôtre et qui évidemment est empreint de gravité. Mais bon, ça au moins, ça nous fait rire malgré le contexte grave du moment. Avant, la mode était au travailler plus pour gagner plus. Vous vous rappelez de ce temps glorieux où finalement c'était un peu l'apologie du burn-out. On était clairement là-dedans. Et aujourd'hui, la tendance, elle est clairement au travailler moins pour gagner autant et puis pour profiter surtout beaucoup plus. Moi, ma nouvelle passion, c'est le surf et c'est vrai que ça fait partie de mes motivations aussi à m'être lancée à mon compte pour avoir moins de réunions, pas être obligée de vivre à Paris. J'ai déménagé à Nantes, je me suis rapprochée de l'océan. Mais bon, je travaillais toujours autant. Donc, il y avait quand même un problème. Donc, c'était pas que être freelance. C'était être freelance et aménager certaines façons de travailler. Alors, pour toutes ces raisons, je vais vous proposer 3 pistes pour casser votre plafond de verre. Après, vous en ferez ce que vous voulez. Plus d'argent, plus de temps, plus de sérénité. En tout cas, voilà, c'est pas à moi de juger vos objectifs, mais je vais essayer de vous donner des pistes que j'ai testées avec certains autres solopreneurs, pairs, consoeurs, confrères. Alors, la première piste, ça sera l'histoire de la vente de temps versus les revenus scalables. La deuxième, capital versus travail. Et la troisième, les 4 piliers de la scalabilité. Alors, comme tout bon conférencier qui se respecte, j'essaye de commencer par une citation inspirante en début de chapitre. Sinon, on est disqualifié, on n'a pas le droit de monter sur scène. Voilà, ne vous demandez pas ce que ça va coûter en termes de temps, mais demandez-vous plutôt ce que ça va coûter de ne pas le faire.
Alors ça, l'heure est grave et solennelle parce qu'évidemment, quand on est pris dans l'engrenage de la vente de son temps, de facturer ses journées, on ne peut pas en sortir, à moins de faire un sacrifice financier. Donc, laissez-moi vous projeter un petit peu une courbe sur les années à venir pour vous montrer jusqu'où on va comme ça. La courbe en violet, c'est vendre son temps. Donc c'est très bien vendre son temps. On commence tous comme ça. C'est génial parce qu'on peut facturer, gagner de l'argent rapidement sans mise de départ intense, sans avoir besoin de mois et des mois de préparation pour préparer un produit. On est très content, on trouve vite son marché, c'est génial. Sauf que c'est un travail qui est toujours de la même intensité. Donc jusqu'à vos 65 ans, vous allez devoir vendre vos journées comme ça jusqu'à prendre votre retraite. Donc en fait, ça ne baissera pas en intensité. On va devoir toujours travailler tous les jours pour gagner de l'argent. Un peu comme le salariat finalement, mais avec la précarité en plus, parce que nous on est freelance, donc on n'a pas toute cette sécurité de l'emploi. Là où construire des produits scalables, évidemment au début ça prend plus d'intensité pour moins de gains, et c'est là que c'est très ingrat, parce qu'en gros vous travaillez à fond perdu, mais au bout d'un moment, et si votre produit trouve son marché, et si, alors vous êtes à l'inverse, ça vous demande moins d'efforts que vendre votre temps, et ça vous rapporte autant d'argent. Donc voilà, je voulais vous illustrer cette vallée du désespoir du début où en fait vous travaillez beaucoup pour gagner peu, mais après ça s'inverse. Donc c'est ça qu'il faut viser et surtout à long terme. Et moi j'ai eu cette réflexion en me disant, encore un truc politique. Je pense que Thomas vous en a parlé, mais moi quand j'ai vu la réforme des retraites, je me suis dit, oh purée, mais j'ai encore 25 ans à travailler et je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas vendre toutes mes journées. J'étais directrice commerciale externalisée, prospection et tout. Donc je me suis dit, il faut que je change, il faut que j'infléchisse la courbe. Et là, j'en suis à peu près au moment où ça se croise, voire un petit peu en dessous. Voilà. Sauf que, comme vous vendez vos journées, vous êtes dans la situation du mec qui pousse ou qui tire la charrette avec la roue carrée. Et du coup, dans les casquettes qu'on décrivait tout à l'heure, délivrer, prospecter, communiquer, facturer. Et puis surtout, à l'apparition de la roue ronde, vous voyez bien que vous n'avez pas le temps de vous en occuper parce que ça veut dire faire le sacrifice de, je ne sais pas combien est votre TJM, 500 € par jour, 600 € par jour, sacrifier. Pourquoi? Pour créer un média, pour créer des choses dont vous n'avez aucune certitude que ça vous rapportera plus tard. Alors, pour vous dire enfin, qu'est-ce que c'est un produit scalable, enfin des revenus scalables versus la vente du temps? Eh bien, il y a plusieurs nuances de scalabilité aussi, parce que ne rêvez pas, le produit idyllique qui rapporte rien, le fameux mythe du revenu passif qui vous rend millionnaire en dormant, il n'existe pas. Enfin, je crois qu'on est tous à sa recherche, mais c'est un peu une fable. Donc, si vous vendez votre temps, si vous êtes au TJM ou si vous vous appelez à temps partagé ou fractionnalisé, vous remplacez quelqu'un et vous êtes payé que si vous venez travailler sur cette journée. Et puis, vous avez plein de façons de commencer à décorréler votre temps de votre argent que j'ai classé du moins scalable au plus scalable. Par exemple, déjà, si vous êtes un freelance au livrable, vous dites « je construis ton site internet » au lieu de dire « je travaille 10 jours pour toi ». Eh bien, si vous construisez votre site internet plus vite que prévu, vous facturez quand même. Vous ne faites pas un rabais au client en disant « ah ben non, je l'ai fait plus vite ton site ». Ben non, au contraire. Votre expérience est valorisée, votre rapidité aussi. Donc finalement, vous êtes gagnant. Vous pouvez faire un workshop avec 5 clients B2B que vous mettez autour d'une table et au lieu d'en former un, vous en formez 5 à l'optimisation de leur compte LinkedIn. Vous pouvez faire un bootcamp. Ça, c'est pareil, au lieu de faire du coaching individuel, vous faites une cohorte et là, vous scalez grâce au nombre. Vous formez 10, 15, 20 personnes en cohorte au lieu de former individuellement chacun. Vous pouvez faire une conférence. Sur un format conférence entreprise, vos prix montent parce que c'est plus un produit que juste du consulting. Donc un conférencier professionnel, il peut être payé 2 000, 3 000, 4 000 ou plus la journée, la conférence. Vous pouvez encore plus augmenter votre scalabilité en créant un produit de type collectif ou agence où vous placez d'autres personnes et vous, en échange d'une commission. Et puis, plus on avance, plus on va vers un scalable. Un membership, c'est par exemple une communauté payante. Les gens s'abonnent à votre contenu ou à votre newsletter payante, par exemple. Créer un produit digital, comme par exemple une formation en ligne. Ça, c'est un peu la martingale aussi des entrepreneurs. Et le Graal, un logiciel comme SuperIndep. Alors là, on est au top de la scalabilité. Voilà. Et donc, comme quoi c'est possible aussi, d'ailleurs, en voyant l'équipe de SuperIndep, de passer de freelance
entrepreneurs, start-up, voire même scale-up, puisqu'ils l'ont fait. Donc voilà, mais vous avez plusieurs degrés et j'oblige personne à faire un truc hyper scalable. Déjà, quand on forme 10 personnes au lieu d'une, même si c'est en présentiel, on gagne du temps et on gagne de la latitude. Alors mon conseil pour vous aider à basculer, à commencer à décorréler votre temps de votre argent, il est tout simple. Enfin, il est tout simple sur le papier, mais il est autrement plus complexe à atteindre dans la réalité, c'est de limiter votre temps facturable. C'est un peu sadique. Donc en gros, je vais vous faire réserver du temps sans client, parce que tant que vous êtes dans la facturation de 100%, voire même, j'ose pas le dire ici, j'ai peur qu'il y ait l'inspection du travail, mais 110%, 150%, 200% de votre temps, ben vous n'avez pas le temps de travailler à la création de produits scalables. Alors, mon astuce, moi, j'ai utilisé Toggle, que peut-être vous connaissez pour compter votre temps en mission. Et puis, j'ai mis des tags sur le temps que je dédiais à la construction de mon incubateur solopreneur pour voir si j'y passais suffisamment de temps en dehors de mes missions clients. Et donc, vous voyez, moi 1, 17%, moi 2, 26%. Et je me suis assurée que j'avais suffisamment de temps dédié à la construction de ce produit pour que ça avance et que ça me permette de générer des revenus un jour. Donc, au final, si vous partez de zéro temps pour vous, que du temps facturé au client, ma première recommandation, c'est peut-être de commencer tranquille et d'avoir 20% de votre temps dédié à votre solo business, donc à la construction d'un produit, d'une conférence, enfin ce qui vous plaira, d'un collectif. C'est 1 jour sur 5. Voilà, donc c'est quand même une journée entière à consacrer à ce projet. Voilà, pour résumer, bon, je ne vais peut-être pas faire ça à chaque fois, mais la vente du temps, c'est un effort constant. Donc, alors que le revenu scalable permet justement de décorréler le temps de l'argent. Donc c'est un investissement fort au début, mais faible ensuite. Déjà, la première étape peut être de sortir du TJM pour passer au livrable. Vous grattez comme ça un petit peu de mou. Ensuite, je vous conseille d'abord de vous scaler vous-même, c'est-à-dire vous-même de sortir de la vente du temps et de créer un produit avant de scaler par les autres. Scaler par les autres, ça veut dire je recrute des sous-traitants, des prestataires, des machins. Si vous faites ça, très bien, mais vous allez avoir d'autres problèmes. Vous allez devoir manager et tout ça. Vous n'allez pas forcément gagner de temps et pas forcément beaucoup plus d'argent. Le temps est un budget, donc investissez votre temps aussi intelligemment que vous investissez vos euros. Et puis limitez votre temps facturable et utilisez des outils pour vous montrer la vérité des prix. Parce que vous pensez que vous bossez pour vous et en fait, vous utilisez Toggle et à la fin de la semaine, vous vous rendez compte que vous n'avez rien avancé sur votre travail perso. Enfin, perso, pro. Voilà, j'en suis à la deuxième chapitre. Je vérifie que personne s'endort dans ce créneau magnifique qui est le post-déjeuner. Et là, je suis bien embêtée parce que je dois sortir mon accent Jean-Claude Van Damme pour lire cette citation. Non, je ne vais pas la lire, je vais vous la traduire. J'adore cet auteur Daniel Priestley. Il a écrit des livres qui sont bien, je trouve, pour les solopreneurs. Et là, il dit que, en fait, les actifs, la valeur d'une entreprise avant, au temps de l'ère industrielle, c'était les machines, les outils, les usines. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la valeur d'une marque et d'une entreprise ? Ce sont ses actifs immatériels, sa marque, sa méthode, son image de marque, etc. Eh bien, c'est pareil pour le freelance. Et alors ça m'a été inspiré récemment par les personnes que j'accompagne. Ça, c'est une distinction, je pense, qui est indispensable. C'est la différence entre le travail et le capital. En tant que freelance, vous faites souvent ce que j'appelle du travail, c'est-à-dire vous travaillez une fois et vous êtes payé une fois. Donc, une mission client. Je travaille, après j'envoie ma facture, et j'ai tout à recommencer le mois prochain. Le capital, c'est vous travaillez une fois et vous êtes payé plusieurs fois. C'est quoi? C'est pas de la magie, c'est que tout simplement, si vous passez du temps à travailler sur votre méthodologie de freelance pour aller plus vite, chaque mission client, vous irez plus vite, vous gratterez du temps, vous facturerez pareil et vous êtes plus rentable. Vous construisez votre marque, vous construisez votre réseau. Une journée comme aujourd'hui, vous bossez, vous y passez 8 heures. Mais combien ça va vous générer d'opportunités, d'apports d'affaires, d'apprentissage, etc., qui vous payeront en retour plusieurs fois. Et donc, je vous donne un exemple, ce que je connais, ce que j'ai fait moi. Le board, j'ai fait 3 ans presque de travail à fond perdu. Vraiment, je ne gagnais pas d'argent et tout sur ça. Mais 3 ans plus tard, ça m'a permis d'être ici sur cette scène, c'est pas pour rien, donc de compter parmi ce qu'on appelle les leaders d'opinion sur le freelancing, d'avoir développé un propos là-dessus.
d'avoir une méthode signature que j'ai développée grâce à tous ces épisodes de podcast que j'ai construits, d'avoir aussi développé des produits scalables, parce que l'incubateur solopreneur, j'ai eu l'idée en rencontrant des freelances toutes les semaines depuis 4 ans, d'avoir une communauté avec 25 000 personnes qui peuvent du coup beaucoup plus m'aider, la preuve sociale, les recommandations, tiens, il faut que je te présente un tel, etc. Et surtout, un capital inestimable, c'est... j'ai fait 600 épisodes, donc j'ai appris plein de choses sur le freelancing parce que toutes les semaines, je reçois quelqu'un qui me donne des bons conseils. Donc vous voyez, chaque heure que j'ai passée sur le board, elle a été payée peut-être pas au centuple, mais elle a été payée en tout cas en plus de récompenses que juste le salaire. Alors, je ne vous dis pas, bien sûr, de ne pas avoir de salaire. Il faut quand même travailler. Enfin, je ne sais pas, après vous faites ce que vous voulez, mais moi j'ai quand même besoin d'un salaire, donc je fais quand même des missions. Mais je pense aussi à travailler sur ce capital. Et là, un conseil simple, ça peut être de développer ce que j'appelle l'asynchronicité, c'est-à-dire au lieu de travailler dès que votre client le demande, en présentiel, en réunion, oui, je te fais ça tout de suite, essayez de basculer vos missions sur de l'asynchrone. Je pense que les designers, les développeurs, ça connaissent ça très bien. Et en fait, quand on fait ça, ça veut dire qu'on va pouvoir travailler quand on est le meilleur, au lieu de travailler de façon forcée quand on est fatigué, ça avance pas, on est mauvais dans la conduite du projet. On va pouvoir attendre d'avoir suffisamment de travail aussi pour batcher les trucs, pour les faire à la suite. Par exemple, au lieu de faire un article par jour, on va prendre un jour, on va faire les 5 articles d'affilée, donc on sera meilleur parce qu'on est plus efficace. Et grâce à ça, vous grattez du temps pour pouvoir le consacrer à ce que j'appelle vos actifs, donc vos assets. Et pour simplifier, toujours le même gars, Daniel Priestley, a écrit un livre sur les 24 assets qu'il faut absolument pour avoir une entreprise performante. Je vous fais un mode simplifié. Pour moi, il y en a 6, 7. Si j'étais freelance, solopreneur, enfin c'est ce que moi j'ai fait, mais je me concentrerai sur ces 7-là. C'est avoir un profil optimisé, réseaux sociaux, plateformes, qui dit ce que vous faites, à quel prix, etc., que ça soit facile de vous contacter et de vous acheter. Ça a l'air bête, mais il y a plein de monde où c'est pas facile. Avoir un solo média qui parle de vous pour dire que vous êtes brillant dans ce que vous faites et faire monter votre cote. Avoir une identité reconnaissable, même si elle est minimaliste, une belle photo, une belle charte graphique, un truc propre. Avoir une preuve sociale constituée quelque part. Google My Business ou je sais pas quoi, qui dit que quand on bosse avec vous, c'est bien. Avoir un produit et une page de vente, enfin un truc pour acheter votre produit, parce que mine de rien, pareil, le truc de surdevis, contactez-moi, demandez-vous à vous faire rappeler, aujourd'hui ça prend trop de temps, le client il a le temps de passer à un concurrent. Une méthode signature, donc quelle est votre méthodologie de freelance et en quoi ça peut rassurer le client. Et enfin un lead magnet, ça c'est une façon de capturer la demande des gens intéressés par vos services potentiellement en échange d'un email pour que vous puissiez les recontacter au moment opportun pour vous, c'est-à-dire quand vous avez plus de mission ou voilà. Et ça peut être un document très simple, comme par exemple, je sais pas moi, ma méthodologie bidule truc pour booster la conversion de votre site internet. Il télécharge en échange d'un email et vous captez l'email et vous pouvez recontacter le client. Là où un site internet, ça sert entre guillemets à rien parce que les gens se promènent, s'en vont et vous n'avez pas de traces d'eux, vous ne pouvez pas les recontacter. Voilà, donc si vous pouvez faire le maximum de travail asynchrone, autant que faire se peut, travailler pour vous si possible, en gros vous considérez aussi comme un de vos clients, développer vos assets, donc vos actifs, désolé je fais beaucoup d'anglicisme, et puis développer votre capital. C'est-à-dire l'idée que quand vous avez fini de travailler, vous avez créé une valeur qui va aller au-delà de vos heures travaillées. Et mon préféré pour la fin, en plus là c'est vraiment très chic comme citation parce que c'est même pas un influenceur américain. Donnez-moi un levier, un point d'appui et je soulèverai le monde. Et alors ça pour moi c'est la différence fondamentale entre le freelance et le solopreneur. C'est que le solopreneur fait un effet de levier et il va transformer son expertise en un produit qui va dépasser ses limites de son temps, de sa propre compétence. Et c'est ça le côté entrepreneurial de l'effet de levier. Et je vais vous montrer ma méthode là-dessus assez simple, en fait, pour faire effet de levier. Pour moi, si vous voulez dépasser votre plafond de verre, il faut avoir ces 4 piliers, ces 4 éléments. Donc, une expertise en orange. Ça, c'est votre vente de temps. Donc, arriver à vendre son temps cher, au bon client et relativement facilement.
Ensuite, donc ça déjà, ça vous finance le reste, ça vous crée une grosse partie de vos revenus. Ensuite, avoir un média qui fait monter votre autorité et donc monter vos prix et qui attire des clients automatiquement à vous sur un plateau plutôt que vous alliez les prospecter à chaque fois. On sait qu'en tant que freelance, c'est impossible de prospecter, on a d'autres choses à faire, on est tout petit dans un océan de concurrence. Troisièmement, avoir un produit scalable. Alors, à votre niveau, si c'est déjà un workshop pour plusieurs personnes au lieu de faire du coaching individuel, pour moi, c'est déjà un peu un début de produit. Et enfin, avoir une communauté. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire là. C'est avoir le bon entourage pour soutenir notre croissance. Donc, par exemple, un pote DAF externalisé qui vous envoie ses clients alors que vous êtes Chief Marketing Officer externalisé et qui vous fait de l'apport d'affaires. C'est les autres, en fait, qui bossent pour vous et qui vous aident. Et donc, vous allez me dire, super Flavie, merci, tu nous fais travailler 4 fois au lieu d'une. Donc, ce n'est pas vraiment l'effet de levier rêvé. Et bien si, parce que c'est là que vous allez avoir l'effet de levier, c'est que ces 4 piliers, ils ne s'additionnent pas, ils se multiplient, ils s'auto-alimentent, ils s'augmentent. Je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, j'ai mon média Le Board, j'ai commencé comme ça. Du coup, ça m'a donné de l'expertise. J'ai compris ce qui était derrière les méthodes à succès des solopreneurs pour gagner plus, travailler moins, etc. Cette expertise-là, je l'ai transformée en produit avec l'incubateur solopreneur, d'accord ? Sauf que mon incubateur, super, personne ne va cliquer dessus et l'acheter sans me connaître. Donc, c'est là que mon média a été indispensable parce que moi, depuis 3 ans ou 4 ans, je ne fais pas rien. Je prends des dizaines de cafés, je vais déjeuner avec des freelances, j'ai compris leurs sujets, etc. Donc, j'ai fédéré une communauté qui, chaque semaine, à chaque parution de nouvel épisode, est là. Et donc, cette communauté-là, c'est pour elle que j'ai créé l'incubateur solopreneur parce que je connaissais bien ces sujets. Donc, j'ai créé le produit après. Et donc, c'est aussi un marché pour moi pour vendre l'incubateur. Vous voyez, donc les 4 s'auto-alimentent. Et si je devais faire juste un produit sans les 3 autres piliers, je serais bien embêtée parce que je devrais faire quoi ? De la pub, de la prospection, payer des apporteurs d'affaires. Et donc là, non seulement je fais quelque chose que j'aime, qui en plus irrigue les 4 autres trucs, et chaque pilier renforce l'autre. Parce que plus j'ai d'auditeurs, plus mon produit est bon, plus j'ai de clients, etc., plus j'ai de revenus, plus je peux investir dans le média. Aujourd'hui, j'ai doublé mon budget de création de médias pour le passer en vidéo. Donc, vous voyez, c'est vraiment un cercle vertueux. Donc, voilà, c'est là que je sors la photo de la bière, même si on est à l'eau aujourd'hui quand même. J'en toucherai un petit mot aux organisateurs. Ce qui me plaît vraiment dans ce modèle, c'est pas l'argent, ce qui me plaît, c'est le côté prédictif. C'est-à-dire que maintenant, j'ai gagné beaucoup en sérénité parce que là où je devais chaque mois recommencer tout à zéro, avoir peur qu'un client s'en aille, en reprospecter un, là, j'ai un système où, franchement, ça ne va pas s'écrouler. Enfin, je veux dire, mon podcast, si je le continue, ça continue à peu près. Alors, je fais toujours des optimisations. Bien sûr, il y a des petits couacs. Parfois, il peut y avoir un coup de mou. Mais grosso modo, c'est ce que je vous disais. J'ai à peu près 80% de mes revenus qui sont prévisibles. Donc, vous pouvez y arriver, vous aussi, avec cet exercice que vous pouvez faire chez vous. Au niveau de votre expertise, moi, je commencerai par là. En tant que freelance, c'est comment vous pouvez vendre votre expertise plus cher, votre temps plus cher ? Alors, en ciblant un segment de marché qui a plus de demandes, un persona qui a plus d'argent, en travaillant de façon plus asynchrone. Voilà, comme ça, en faisant du livrable. Donc, tous les trucs que je vous ai donnés là pour déjà vendre votre peau plus cher. Ensuite, quels médias vous pourriez créer pour faire monter votre valeur et attirer des clients en automatique ? Publier des cas, déjà des cas clients sur LinkedIn, c'est un début de média. Une newsletter peut-être sur votre domaine d'activité. Quels produits vous pourriez dériver de votre expertise ? Donc, est-ce qu'il y a une façon de scaler avec plus de monde, plus de vidéos, vous voyez, ce genre de choses qui pourraient vous aider. Et enfin, comment les autres pourraient vous aider dans votre croissance ? Est-ce que vous pouvez faire de l'apport d'affaires ? Est-ce que vous pouvez faire de l'affiliation pour un logiciel que vous installez chez vos clients, etc. Là, c'est vraiment les autres qui vous font gagner du temps et de l'argent. Et donc, si vous voulez approfondir, je ne parle pas que de ça, mais sur le sujet plafond de verre, j'ai gratté sur ce que j'avais déjà fait sur le board. Et là, j'ai plusieurs épisodes, donc sur la vente de produits digitaux, sur qu'est-ce qu'on peut vendre en dehors de son temps, et surtout j'ai une checklist avec 100 trucs à faire pour décorréler son temps de son argent.
Donc, de mémoire, je pense que le QR code, c'est pas sûr, mais je crois qu'il va vers là. Et vous avez aussi un quiz. Vous pouvez faire le quiz pour savoir où vous en êtes, dans quel est un peu votre profil. Et après, j'ai fait des recommandations personnalisées en fonction du profil. Alors, c'est jamais évident devant un parterre comme ça de savoir quel est votre degré de scalabilité. Donc, j'espère que ça vous a quand même plu et que c'était adapté à peu près à votre profil. Mais sinon, vous retrouverez des ressources plus adaptées là-dessus. Voilà, c'était la méthode pour dépasser son plafond de verre. Donc, j'ai envie de vous dire déjà, bon courage, parce que ça ne va pas se faire tout de suite, mais je crois en vos capacités. Moi, si j'ai réussi à le faire alors que j'avais 0 méthode, je pense que c'est tout à fait faisable pour vous. Et puis, si ça vous a plu, vous rajoutez après Young, Wild and Freelance et puis Freelancez-vous et tous les podcasts dont vous avez entendu parler, vous pouvez rajouter le board à votre playlist. Merci beaucoup et ça va être le moment des questions.